Bonjour, salam alaikum أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات مرحبا بكم مرة أخرى في فضاء علوم الحياة والأرض. والآن بعد ما صدر الإطار المرجعي الخاص بامتحانات شهادة البكالوريا غادي نحاولوا إن شاء الله نراجعوا الدروس ديالنا بأكثر دقة. دونك غادي نحاولوا نشوفوا من خلال الفقرات التي ينص عليها الإطار المرجعي نحاولوا نذكروا ببعض المفاهيم المرتبطة بالدروس اللي قريتوها. On va donc commencer par le premier thème, à savoir la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Habituellement, le thème كياخذ 5 points في l'examen final, mais هذا العام exceptionnellement غادي نعطيوه 7 حتى 8 points. Et le premier thème, bien sûr, il comporte donc 12 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau cellulaire. Et comme donc les connaissances à évaluer selon dans le cadre référentiel et les capacités et attitudes à évaluer. Les capacités et attitudes, bien sûr, c'est le fruit de tout votre parcours de scolarité qui vous a amené à la classe de terminale. On essaiera d'évaluer un petit peu vos attitudes, ces attitudes requises à travers quelques exercices, mais pour commencer, on va les connaissances à évaluer. Donc les différents concepts en rapport avec le thème. À commencer par la respiration. Alors, qu'est-ce que la respiration? Bien entendu, la respiration, c'est, comme vous le savez tous, la dégradation complète du métabolite en présence du dioxygène, permettant ainsi la libération totale de son énergie en vue de régénérer l'ATP de la cellule. Les paramètres qui doivent être pris en considération dans toutes vos définitions. Bien sûr, la définition de la respiration, d'abord, le concept en lui-même, en quoi consiste-t-elle? Donc, c'est une dégradation complète. Puis, les conditions qui ont permis à cette dégradation d'avoir lieu, donc c'est la présence du dioxygène. Et l'objectif de cette dégradation, c'est bien entendu la libération de l'énergie en vue de produire l'ATP. La deuxième leçon concerne celle de la fermentation. Alors, c'est quoi en fait la fermentation? Là encore, la fermentation, c'est une voie métabolique donc de dégradation de glucose, mais cette fois-ci incomplète, en absence de dioxygène. La libération de l'énergie n'est que partielle, et le but est aussi de régénérer l'ATP. Donc, remarquez que respiration et fermentation, ce sont toutes les deux voies métaboliques qui permettent à la cellule donc de libérer l'énergie potentiellement utilisable et stockable dans les molécules d'ATP. La troisième notion à retenir, bien sûr, c'est les étapes de la glycolyse. Alors, bien sûr, le bilan général de la glycolyse, c'est un info, mais il est tout à fait aussi indispensable de savoir que cette glycolyse se fait en réalité par étapes. D'abord, à commencer par une phosphorylation de glucose. On obtient donc un glucose 6-phosphate. Donc ça rentre dans le cadre de la préparation du glucose à la dégradation. Puis une isomérisation, donc le glucose se transforme en fructose 6-phosphate. Une deuxième phosphorylation, donc remarquez bien qu'il y a un investissement de 2 molécules d'ATP. On obtient donc un fructose biphosphate. Et à partir de là, commence donc la scission. Donc le fructose biphosphate va subir une scission et va donner 2 composés organiques à 3 carbones, soit donc le glycéraldéhyde 3P et déshydroxyacétone phosphate. Viendra par la suite donc l'étape la plus cruciale, c'est celle de récupération des 2 molécules d'ATP déjà investies, plus 2 autres qui proviennent donc du transfert d'électrons depuis le composé organique vers NAD+. On obtient en fin de compte 2 acides pyruviques. Donc, grosso, on peut résumer donc l'action en 3 étapes. Première étape, c'est l'étape de phosphorylation. Deuxième étape de scission. Et puis, troisième étape où il y a donc un transfert d'électrons et la récupération de 4 molécules d'ATP. Le bilan global donc de la glycolyse serait comme suit. C6H12O6 qui est une molécule de glucose, plus 2 transporteurs à l'état oxydé, plus 2 ATP, plus 2 PI. Tout ceci va donc engendrer 2 pyruvates, 2 molécules d'acide pyruvique,
2 NADH+ et plus 2 ATP. Donc remarquez que le bilan énergétique est donc 2. من الاشياء الضروريه كذلك حسب الاطار المرجعي دائما لا ستركتور et l'ultrastructure de la mitochondrie. البنيه والفوق بنيه ديال الميتوكوندري. Alors la mitochondrie من الناحيه البنيويه remarquez que c'est un organite compartimenté entouré notamment d'une membrane externe puis une membrane interne. Le premier compartiment c'est l'espace intermembranaire ici en 3. Et le deuxième compartiment, donc, c'est la matrice. Remarquez que la membrane interne, il forme des crêtes, c'est-à-dire des invaginations vers la matrice. D'un point de vue ultrastructure, si on essaie de voir un petit peu la crête au microscope électronique, remarquez que ça montre qu'il est garni, que la surface d'Yala est garnie de sphères pédonculées. Autre chose à retenir, c'est que dans cette membrane, il y a une chaîne de transporteurs, donc ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc, comprendre la structure et l'ultrastructure, il est indispensable pour pouvoir comprendre le phénomène de respiration dans ses détails. À connaître aussi les étapes du cycle de Krebs. Je vous rappelle que le cycle de Krebs, c'est tout simplement la dégradation de l'acide pyruvique au niveau de la matrice mitochondrienne. Ce que nous avons à retenir, c'est que cet acide pyruvique subit d'abord une décarboxylation oxydative qui aboutit à la production d'un déchet minéral qui est le CO2, et la production d'un composé réduit, le NADH+. L'acétylcoenzyme produit va rentrer dans une cascade de réactions cycliques, ce qu'on appelle le cycle de Krebs, durant lequel les réactions de décarboxylation oxydative continuent et il y a production d'ATP. Il n'est pas question, bien entendu, de se rappeler, de retenir les noms colloquialisés des acides. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'au niveau de la matrice, l'acide pyruvique va d'abord subir une première décarboxylation oxydative, donnant ainsi un déchet minéral et un composé réduit. L'acétylcoenzyme A ainsi produit va au cours du cycle de Krebs se transformer en un déchet minéral, le CO2, et des composés réduits avec la production d'une molécule d'ATP. Remarquez donc que tout au long de la dégradation de l'acide pyruvique, c'est des décarboxylations oxydatives. Et là, le bilan dit la dégradation de 2 molécules de pyruvate, 2 molécules d'acide pyruvique, qui sont donc la conséquence de la dégradation d'une mole de glucose dans la matrice mitochondriale. Cet acide pyruvique on aura besoin donc de 10 transporteurs à l'état oxydé, 2 ADP, 2 PI. Et retenez bien que la dégradation aura nécessité aussi 6 molécules d'H2O. Donc, le résultat final, donc, c'est un déchet minéral, 6 molécules de CO2, 10 composés réduits et 2 ATP. Quel est le bilan énergétique du cycle de Krebs? Bien entendu, maintenant, le cycle de Krebs, il aura produit, je parle bien sûr d'un seul cycle de Krebs, soit donc la dégradation complète d'une seule molécule de pyruvate. Il aura donné donc une molécule d'ATP d'une façon directe, mais il aura aussi fourni 5 composés réduits, soit 4 NADH+ et 1 FADH2. Et n'oubliez pas que les 4 NADH2 et le 1 FADH2 sont potentiellement convertibles en ATP pendant la 3e étape dans le cycle de Krebs et dépendant. Bien sûr, s'il n'y a pas la 3e étape, le cycle de Krebs n'a pas raison d'avoir. Mais retenez quand même que d'une façon directe, le cycle de Krebs aura produit une seule molécule d'ATP. On arrive à la partie la plus importante donc, de cette chaîne de réaction de respiration, soit donc la chaîne respiratoire et la phosphorylation. La membrane interne, comme on avait dit, il sépare le compartiment qui est l'espace intermembranaire et cet espace-là qui est la matrice. La chaîne respiratoire au niveau de cette membrane de la crête, je n'ai le rôle là. Si vous vous rappelez bien, donc les composés réduits qui ont été produits lors de la dégradation de l'acide pyruvique au niveau de la matrice, ils vont subir une oxydation à ce niveau-là. Le complexe NADH+, il va donc être déshydrogéné par le complexe 1 et la déshydrogénation de la FADH se fera au niveau du complexe 2. شنو غادي يوقع نتيجة لهذه la double oxydation? كاين un flux d'électrons. Remarquez bien, à travers la chaîne respiratoire, il y a un flux d'électrons. Quelles sont les conséquences de ce flux d'électrons? Les complexes 1, 3 et 4 ils vont pomper des protons H+, depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce qui va entraîner, ce qui va créer un gradient. Le gradient électrochimique ainsi créé,
il emmagasine de l'énergie qui est libérée lors des oxydations de la chaîne. Rappelez-vous qu'à travers la chaîne, il y a une série d'oxydoréductions. Et le dernier accepteur, donc les électrons finalement vont être acceptés par l'accepteur final qui est O2. Et ainsi, l'eau et l'espace intermembranaire étant donc chargé en protons H+, ces protons auront tendance à regagner donc la matrice. Et comme la membrane interne n'est pas perméable aux protons, le seul endroit où ils peuvent retourner vers la matrice ou au niveau d'elle les sphères pédonculées. Donc le retour via les protons vers la matrice va engendrer la synthèse de l'ATP par les sphères pédonculées. C'est pourquoi il est qualifié des ATP synthétases. Donc remarquez que le retour des protons H+ vers la matrice se fait au niveau des sphères pédonculées car la membrane interne est imperméable aux protons. Le flux génère une énergie utilisée pour produire l'ATP. C'est pourquoi on parle d'une phosphorylation oxydative. Pourquoi oxydative? Parce qu'elle résulte justement de cette série de réactions d'oxydation ayant lieu au niveau de la chaîne respiratoire. À commencer par cette réaction-là, celle de l'oxydation donc des transporteurs réduits produits lors de la dégradation du métabolite. La chaîne respiratoire va s'occuper donc d'amener les électrons du pi, le complexe 1 vers le dernier accepteur qui est O2. Le flux d'électrons, on avait dit donc crée un gradient électrochimique qui va générer de l'énergie qui sera utilisée lorsque ces protons retrouveront la matrice et la synthèse de l'ATP. Voilà donc les trois réactions caractéristiques de cette dernière phase de la respiration. Une fois donc ayant compris le processus de la respiration depuis la glycolyse jusqu'à cette phosphorylation oxydative, il est nécessaire de se rappeler et de pouvoir donc calculer le bilan énergétique. Le bilan énergétique de la respiration, rappelez-vous, il désigne la quantité d'énergie récupérée sous forme d'ATP après la dégradation complète d'une molécule du glucose. Alors, comment on va le calculer? On va donc rappeler les différentes étapes de cette respiration. La première étape, rappelez-vous, c'est la glycolyse. Il aura généré 2 ATP d'une façon directe, mais aussi il aura réduit 2 transporteurs, soit donc 2 NADH+ sont obtenus. La deuxième étape, qui est la dégradation de 2 pyruvates, qui est l'équivalent donc de la dégradation complète d'une molécule d'ATP et d'une molécule de glucose, on a d'une façon directe 2 ATP, mais aussi la réduction de 10 transporteurs. La dernière étape, qui est celle donc de la chaîne respiratoire de la phosphorylation oxydative, si je vous rappelle juste que l'oxydation d'une molécule de NADH+ génère 3 ATP, nous avons donc 10 NADH+ produits lors de la dégradation, donc ce qui va donner 30 ATP. L'oxydation d'une FADH2 quant à elle génère 2 ATP, donc 2 FADH2 vont générer 4 ATP. Donc si on fait le calcul, le bilan global serait donc de 4 plus 30. 4 obtenus lors de la glycolyse, plutôt lors de la dégradation, donc 2 la glycolyse ou juge la destruction de la dégradation, la décomposition de l'acide pyruvique, 30 lors de l'oxydation des NADH+. Donc ce qui fait en tout 38 ATP, mais en réalité, on admet que le bilan réel, le bilan net, il est de 36 ATP. La réaction globale de la respiration s'écrit donc comme suit. Voilà. C6H2O6 plus 6O2 plus 6CO2 plus 6H2O vont générer 36. La deuxième voie métabolique de dégradation de glucose, c'est la fermentation. Donc, c'est les étapes de la fermentation. Rappelez-vous que le devenir de l'acide pyruvique, s'il n'y a pas d'O2, donc il va d'abord, au cours de la fermentation alcoolique, il va d'abord subir une décarboxylation avec la production de CO2, d'un déchet minéral. Le radical obtenu va subir par la suite une réduction et la régénération des transporteurs à l'état oxydé pour permettre à la glycolyse de continuer. On obtient en fin de compte un alcool. Donc retenez bien, dans le cas de la fermentation lactique par contre, l'acide pyruvique va directement subir une réduction et va donc se transformer en acide lactique.
Si on essaie donc de rappeler le bilan global de la fermentation alcoolique, donc une molécule de glucose va générer 2 molécules d'éthanol, d'alcool éthylique, plus 2 CO. Donc remarquez bien 2 types de déchets, déchets organiques et déchets minéraux. Le bilan énergétique étant de 2 ATP. Alors que pour la fermentation lactique, le glucose va directement se transformer en acide lactique avec le même bilan énergétique qui est de 2 ATP. Alors retenez bien que l'acide pyruvique, en absence de dioxygène, dans le hyaloplasme, il va directement subir une réduction et régénérer ainsi donc les transporteurs à l'état oxydé. C'est ce qui va permettre le déroulement de la glycolyse. Donc je fais le bilan énergétique de la fermentation, que ce soit fermentation alcoolique ou la fermentation lactique, il est de 2 ATP à peine. Qu'en est-il pour le rendement énergétique d'il y a les deux phénomènes, d'il y a la respiration et d'il y a la fermentation? Et d'abord, qu'est-ce qu'on entend par rendement énergétique? Alors rappelez-vous que le rendement, il représente le rapport entre l'énergie récupérée en termes d'ATP produit et l'énergie emmagasinée dans une molécule de glucose. En quelque sorte, il y a نسبة طاقة المستفاد منها من الأصل. الأصل ديال الطاقة الكامنة في المادة العضوية. Alors si je vous rappelle que l'oxydation complète in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, d'une mole du glucose libère 2860 kJ, soit donc c'est 100% de l'énergie contenue dans cette molécule de glucose, et qu'à une mole d'ATP correspond à une énergie chimique potentielle de 30,5 kJ. Donc le rendement serait alors le bilan énergétique multiplié par 100 divisé par 2860. On applique la règle de 3. 2860, il correspond à 100% l'énergie emmagasinée par le glucose. Une fois libérée, cette énergie aura permis de produire un bilan énergétique. Bien sûr, le bilan énergétique, on va le transformer en kilojoules. Donc pour le cas de la respiration, rappelez-vous, le bilan énergétique il est de 36 ATP. On va donc multiplier par 100, puis multiplier par 30,5 kJ, donc on va transformer les 36 ATP en kilojoules. On divise le tout sur 2860, qui est la quantité d'énergie contenue à le glucose. Donc ça nous donne quelque chose de l'ordre de 40%. Mais c'est pas la respiration, c'est pas la fermentation par contre. Le bilan étant de 2 ATP, on va multiplier donc par 100, puis par 30,5 kJ. Et on divise le tout, à la 2860, ça nous donne quelque chose de l'ordre de 2%. Remarquez que le rendement pour la fermentation est faible, car la dégradation du métabolique est incomplète. Il donne des déchets organiques encore riches en énergie. C'est du gaspillage. Alors que celui de la respiration est meilleur, car la dégradation du métabolique est complète, et le déchet obtenu est un déchet minéral. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'espère vous avoir rappelé donc les différents concepts à revoir de la première partie. On se reverra, Inch'Allah, pour le deuxième sous-thème de la partie de la consommation, soit donc la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de muscles squelettiques. Voilà, bonne réussite et à la prochaine.